Coucou Anita. Coucou Macha. C'est rigolo de se redire coucou. Oui, oui, oui. Mais ça me fait toujours plaisir. T'as un beau Ouais, sourire. moi aussi. Alors, on s'est dit qu'on se retrouvait, on va dire, sur YouTube pour un nouveau thème. Ouais. On avait déjà échangé il y a plus d'un an, presque un an et demi, je crois, sur la haute sensibilité, les troubles alimentaires. Et puis, entre-temps, il s'est passé deux, trois petits événements personnels dont on va justement parler aujourd'hui. Ouais. Et on se disait que ce qui pourrait être sympa, ce serait qu'on commence peut-être un peu justement par raconter comment on s'est rencontrés et ce qu'on fait là, quoi. Comment nous est venue l'idée de cette vidéo. Ouais. Est-ce que tu as envie de commencer? Tu veux que je commence? Oui, je commence volontiers parce que j'avais été très intriguée. En fait, c'est finalement toi qui avais pris contact avec moi. Mm. Donc, j'avais été très honorée que tu fasses appel à moi. Tu m'as proposé qu'on fasse des interviews. J'ai trouvé que c'était une super idée. Finalement, d'une petite interview, c'est devenu 3 vidéos assez longues, je trouve, assez complètes. D'ailleurs, j'imagine qu'on va, on va du coup en profiter pour en refaire la promotion parce qu'il y a plein d'infos dans ces vidéos-là, mais qui parlaient plus de la haute sensibilité en général et du lien avec les troubles alimentaires. Ouais. On s'est aperçu aussi un peu par hasard en papotant, en faisant connaissance, qu'on était toutes les deux enceintes, qu'on allait accoucher un petit peu en même temps, enfin pas tout à fait, mais à quelques semaines d'écart. Et puis je me suis déjà dit à ce moment-là, mais c'est étrange cette coïncidence. Ouais, que tu fasses appel à moi à ce moment-là. Et puis, en fait, ça a collé entre nous deux, dans le sens où on a eu beaucoup de feeling. On s'est même vu dans la vraie vie, en dehors du virtuel, quand on avait les deux des enfants petits à promener dans la poussette. Et puis, vraiment là, par hasard, en fait, hein, ça nous est venu à toutes les deux cette idée de faire quelque chose autour de la maternité hypersensible. Parce que même si on se débrouille super bien, parce qu'on est des mamans super parfaites, euh, on s'est rendu compte que c'était pas tout le temps simple. Alors, je dis pas que c'est simple pour les mamans qui sont pas hautement sensibles. En même temps, on connaît pas trop leur vécu à elles, on connaît plus le nôtre, nos défis à nous, nos enjeux à nous. Et puis, voilà, moi, je t'avais dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose là autour. On avait envie de travailler ensemble, et puis c'est comme ça qu'est né ce projet. Et vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui qu'on ait réussi à trouver le temps, malgré le fait qu'on ait des enfants petits, qu'on ait des agendas assez remplis, qu'on ait trouvé le temps vraiment de préparer cette formation, qui sera une formation en ligne de 3 sessions qui auront lieu entre le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, on donnera évidemment tous les détails. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Moi, vraiment, je suis ravie de travailler avec toi. C'est vrai qu'en ce moment, ça me porte, en fait, le fait qu'on soit en duo, le fait qu'on s'entende aussi bien, qu'on ait la même vision, qu'on ait pu partager sur nos difficultés communes, les joies aussi, bien sûr, hein, mais aussi un petit peu qu'est-ce qui est compliqué parfois finalement à traverser dans cette maternité. On va évidemment s'orienter sur la première année durant cette vidéo. Ouais. Alors, je te passe la parole. Je ne sais pas si tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, tu m'as fait rire tout à l'heure parce que tu disais en papotant, on s'est rendu compte qu'on était enceinte et c'est vrai que sur Zoom, on ne voit pas forcément le bas du corps, donc on aurait presque pu passer à côté Ouais. si on n'était pas accroché. Et puis, on a eu toutes les deux un petit garçon d'ailleurs. Ouais. Qui se ressemblent pas mal. Ils se ressemblent en plus physiquement et puis aussi un petit peu aussi au niveau du caractère. C'est vrai, c'est rigolo. Ouais. Non, mais écoute, je me souviens très bien de cette promenade où on a commencé à parler de ça. On s'est dit, on s'est rendu compte toutes les deux qu'il y avait beaucoup de mamans. En fait, on travaille, toi et moi surtout, ou pour ma part, exclusivement avec des personnes neuroatypiques, hautement sensibles. Je crois que toi, c'est aussi une majorité de ton travail avec ces profils. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux beaucoup de demandes en ce sens de mamans qui n'avaient pas forcément les outils pour vivre au mieux leur grossesse puis leur maternité. Et puis, on s'est aussi rendu compte que nous-mêmes, on n'a pas forcément tous les outils, mais on pense que ça fait toujours du bien d'entendre les expériences des autres. Donc, on va faire comme on peut avec nos expériences, raconter
ce qui peut être utile. Et puis ensuite, essayer en effet de proposer des pistes. Ça, ce sera l'objet de l'atelier en ligne dont on parlera probablement à la fin de la vidéo. Oui. Ouais. Et voilà, donc l'idée, c'est que là, on va faire… Alors, on était parti sur une vidéo. On est en train de se dire que peut-être s'il en faudra 2, on verra in live, quoi. Mais c'est une vidéo où on va vraiment passer en revue plusieurs thèmes qui concernent la grossesse et après la naissance. Et ce seront ces thèmes-là qui feront l'objet des 3 ateliers en ligne où vraiment on ira au fond des choses, on proposera du concret, etc. Oui. Donc, voilà. Puis ce sera aussi certainement l'opportunité pour les mamans ou les futures mamans ou les femmes en fait en désir de grossesse de partager autour de leur expérience. J'espère qu'on aura cette opportunité-là aussi que chacun et chacune puisse éventuellement poser des questions et puis voilà, ça pourrait même évoluer ensuite vers des moments de partage. On verra un peu, on se laisse porter. On a toutes les deux tiré une carte oracle qui parle de l'intuition, donc on va se laisser guider. Et je me réjouis déjà. Ouais, moi aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire, comme je disais, une partie plutôt grossesse et une partie plutôt première semaine après la naissance et puis le reste. Et sur la grossesse, Nita, il me semble que c'est toi qui prends un peu la main et puis je me permettrai de faire des ajouts si besoin. Oui, alors avec plaisir. Évidemment, il y a énormément de choses à dire sur le moment de la grossesse. Il y a tout un tas d'aspects qu'on pourrait explorer. Là, l'idée, c'est pas forcément d'entrer dans les détails de tout ce qui se passe au niveau biologique, du développement de l'enfant, mais surtout, avant tout, le vécu émotionnel de la mère. Et puis, j'avais déjà envie de commencer par parler de ce qui se passe avant la conception, en fait, parce que ce que j'ai pu observer dans ma propre vie et dans certaines femmes que j'accompagne, c'est que ce désir d'avoir un enfant, il est souvent très fort chez les femmes, évidemment aussi chez les femmes hautement sensibles, mais même avant la conception, il y a déjà beaucoup de questionnements. Et ce questionnement, évidemment, je ne veux pas dire encore une fois que les femmes qui sont neurotypiques ne se posent pas de questions, mais j'ai envie de dire que le profil de la personne hautement sensible et puis son haut niveau de conscience font que déjà avant la conception, elle va se poser énormément de questions. Alors déjà, elle risque de se poser des questions, de savoir est-ce que je vais transmettre mon passé, si jamais sa sensibilité a été quelque chose de difficile pour elle, elle aura peut-être cette crainte de transmettre ces aspects-là. Est-ce qu'elle sera à la hauteur de la tâche qui l'attend, et puis la peur aussi de ne pas arriver à concevoir un enfant. Et toutes ces pensées-là, c'est certainement le cas chez toute maman qui a vraiment envie de concevoir un enfant, mais chez la maman hypersensible, ça peut devenir quasiment obsessionnel. Elle va y penser sans arrêt, elle va peut-être même commencer à se focaliser sur les moments les meilleurs dans son cycle pour concevoir. Ensuite, chaque fois qu'elle a ses règles, c'est de nouveau la chute, et puis de nouveau essayer de reprendre espoir. Et puis en plus, tout ça, évidemment, c'est encore, je dirais, augmenté si malheureusement pour elle, elle a eu des grossesses qui sont pas arrivées à terme. Donc, j'avais envie de dire que déjà, préalablement à cette conception, il peut déjà y avoir beaucoup de questions. Et puis, je dirais que déjà, dans ce moment-là, apprendre à accueillir, apprendre je dirais, ces outils qui permettent de libérer ces charges émotionnelles, c'est très, très important. Pour, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est extrêmement bateau, mais s'en remettre quelque part, faire confiance que ce qui doit arriver arrive et avoir cette capacité à lâcher un peu ce mental et puis ces pensées qui peuvent devenir obsédantes pour permettre en fait aussi finalement de s'offrir les meilleures chances de concevoir en fait les meilleures chances de conception parce qu'on a pu observer que le stress, ça pouvait devenir un frein.
Et là, je sais que c'est un peu à double tranchant ce que je vais dire, parce que du coup, quand on est une femme hypersensible, on dit, oh là là, finalement, il faut pas que je stresse, parce que dès que je vais stresser, donc en plus, après, on s'en vouloir de stresser. Tu vois, tu sais comment ça peut vite aller chez nous avec ce mental qui s'emballe. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, des méditations, de chaque jour s'offrir ce temps-là pour se poser, avoir vraiment cette hygiène mentale. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour toute personne hautement sensible, mais lorsqu'on a envie de concevoir un enfant, puis pendant la grossesse, et qui plus est, une fois que l'enfant est là, ça devient vraiment primordial. On ne peut plus négocier avec ça, j'ai envie de dire, parce que les ressources, disons, on va vraiment chercher profondément dans nos ressources. Je ne sais pas si toi, à propos de ce moment-là, tu as envie de partager, Macha, sur ce que je viens de dire? Alors moi, je souris parce que j'ai une expérience qui est un peu différente. Alors, c'est marrant parce que toutes ces questions, en fait, je me les suis toujours posées, même petite, si j'ai un enfant, enfin très très tôt. Alors que pendant très longtemps, je n'étais pas sûre de vouloir d'enfant, voire j'étais sûre de ne pas en vouloir. Et en fait, mon petit garçon, je l'ai eu d'une manière très particulière parce que quelques semaines avant, mon médecin, mon endocrino m'avait dit que ce n'était pas possible en fait que je tombe enceinte. Donc, c'était vraiment une surprise, quoi. C'était vraiment une surprise. C'était un miracle et en même temps avec une grosse charge émotionnelle parce que je me sentais pas du tout prête. Donc, les questions, je me les suis toujours posées et en même temps, j'ai pas vécu cette phase de préparation, en fait. Ouais. Ça a été, C'est vrai que des fois, les enfants viennent par surprise. Donc, ça a été aussi le cas de mon petit garçon. Il est venu par surprise. Et là, c'est vrai que j'échange vraiment plutôt pour l'expérience que j'ai des femmes que j'accompagne qui sont dans le désir de concevoir et pour qui c'est vraiment une phase qui est compliquée et douloureuse et puis qui parfois se termine par un deuil. Donc, voilà, c'est aussi, j'avais envie de partager là-dessus parce que avoir un enfant, j'avais une fois une psy qui m'avait dit avoir un enfant, c'est un deuil et ne pas en avoir, c'est un autre deuil en fait. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui va autour de la maternité, c'est vraiment pour les femmes, qu'elles aient un enfant ou pas, qu'elles en aient un, deux ou trois, qui ait eu peut-être un avortement. Dans tous les cas, ça fait partie de la vie de la femme et aucune femme, quelque part, n'est jamais concernée par cette question de la maternité. Ça nous concerne toutes, c'est pour nous toutes vraiment très émotionnel. Donc, j'avais envie de dire vraiment apprendre à prendre soin de ça, c'est primordial dans le fait de s'accueillir en tant que femme et femme hautement sensible. Parce que justement, on est très, très influencé par nos hormones. Je ne dis pas, encore une fois, que les femmes, non pensantes, ne sont pas influencées par nos hormones, mais chez nous, simplement, tout est amplifié. Donc, c'est ce que j'allais juste dire parce que je vois que tu as le souci de préciser que c'est pareil pour les neurotypiques. J'ai l'impression juste que, en fait, les problématiques qu'on rencontre quand on est hautement sensible sont les mêmes, sauf que, voilà, comme tu dis, c'est juste puissance... C'est puissance 1000. Voilà. Et puis, ça veut dire que nous, on est presque obligés d'acquérir des outils parce que sinon, à un moment donné, au cours de notre vie, ça devient presque trop, en fait. Ça dépasse nos capacités, en fait, d'accueil et puis on se trouve submergé. Et c'est pour ça aussi que nous, on a envie de proposer ces outils pour accompagner ces périodes-là que toute femme hautement sensible traverse. Alors après, nous, on ne parle pas de la paternité, évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, mais bon, on le maîtrise un peu moins bien. Exactement, ouais, on va laisser ça aux experts en paternité. Aux experts, ouais. Mais ce que tu dis là, c'est assez intéressant. J'anticipe un tout petit peu sur la suite, mais c'est une parenthèse. C'est que, tu vois, moi, je n'étais pas prête, en fait. Alors, est-ce qu'on l'est? On va dire, on va pas rentrer dans le débat. Probablement, on ne l'est jamais, mais j'ai été très trop dans je me laisse guider, je verrai bien, et je l'ai vraiment payé très, très cher après, en fait. Et je pense que quand on ne se prépare pas, quand on ne va pas chercher des outils, des infos, il ne s'agit pas de psychoter, encore une fois, d'être dans l'obsession, c'est toujours une histoire d'équilibre, mais des fois, quand on laisse certaines choses au hasard, comme je l'ai fait, ça peut être très compliqué de les rattraper une fois que le bébé est là, en fait. Oui. Surtout quand on est hautement sensible. Et là, pour le coup, ce que moi, je n'avais pas mesuré, mais j'en parlerai quand ce sera le moment, c'était vraiment à quel point je pouvais ne plus avoir de ressources émotionnelles, mentales, physiques. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que je me projetais avec les ressources que j'avais avant. Tu vois. Voilà. Ouais.
Voilà, bref. Donc, ça me parle beaucoup. Ça illustre magnifiquement bien, en fait, l'importance d'y penser. Encore une fois, c'est un équilibre parce que, en général, en tant que personne hypersensible, on a ce côté perfectionniste, pas qu'on vouloir trop en faire. Donc, c'est vraiment un équilibre. Trouver le niveau d'information qui me tranquillise et puis prendre vraiment ces temps pour soi, pour accueillir, pour trouver la paix intérieure. Parce que c'est vrai que bon, la grossesse, quelque part, c'est long, c'est 9 mois, mais ça passe aussi très vite. Et puis, ça demande il y a énormément de questions. Je lisais par exemple dans le livre de Hélène M. Aron, j'adore cette femme, elle est fascinante, c'est une chercheuse américaine, c'est elle qui a vraiment découvert et j'ai envie de dire fait la promotion de la personne hautement sensible comme faisant partie quelque part de la normalité de l'humanité, voire du monde animal en fait. Hein. Et puis elle parle du parent hautement sensible et de la mère notamment qui se pose déjà 30 000 questions pour savoir quelle poussette choisir. Et moi, je me suis dit, bah, toutes les mamans sont comme ça, elles vont toutes regarder toutes les poussettes et puis se demander. Et non, en fait, non. La plupart des mamans, ça ne prend pas autant de place le choix de la poussette. Et là, je parle que du choix de la poussette. Après, il y a tout le reste. Il y a toutes les questions existentielles. Voilà, comment accueillir cette âme sur Terre? Est-ce que c'est juste, pas juste d'avoir un enfant? Toutes ces questions-là, ça peut vite prendre la tête, ça peut vite partir en rumination, ça peut vite prendre énormément d'énergie. Puis on arrive à l'accouchement et on est déjà épuisé en fait. On n'a déjà plus de ressources. Donc c'est vrai que c'est un marathon. Ce matin, je croisais ma voisine qui vient d'avoir son bébé et je lui disais, voilà, c'est un marathon en fait. Il faut voir ça comme ça. Il faut vraiment négocier avec ses ressources, avec soi-même, avec ses... On verra ça aussi peut-être plus tard, mais ces sentiments d'urgence qu'on a, voilà, il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça, oh là là, si jamais je ne fais pas ça. Vraiment, tout ça, d'apprendre à trouver ce bon équilibre et à juguler un peu cette sensibilité, parfois cette anxiété aussi, et ces pensées qui vont commencer déjà avant la conception, puis qui plus est, une fois qu'on a le test positif. Mm-hmm. Est-ce que tu voulais ajouter encore quelque chose, Macha ou non, pas à ce stade. Non, ça va. Pas à ce stade. Ouais. Justement, on parlait aussi des changements hormonaux et des humeurs. Oh là là, oui. Avant, je disais que la femme est hautement sensible et d'autant plus influencée par les cycles hormonaux. Et ça aussi, c'est devenu de plus en plus évident pour moi. Je pense en grande partie aussi, de par mon expérience d'accompagner beaucoup de femmes hautement sensibles qui vivent des périodes prémenstruelles très compliquées, émotionnellement parlant. Parfois, il y a des douleurs, parfois, il y a de l'endométriose. Enfin, c'est vite très, très intense. Elles vont vite être très impactées par ça. Puis alors, pendant la grossesse, j'ai envie de dire, là, les shoots d'hormones sont vraiment... dépasse tout ce qu'on n'a jamais vécu par le passé. C'est nécessaire, évidemment, hein, pour que l'enfant puisse se développer. Et il y a plusieurs phases comme ça. On pourrait dire que ça va un peu par trimestre. Mais notamment, le premier trimestre, il peut y avoir énormément de fatigue. Alors, vous me direz, c'est pas chez toutes les femmes, mais c'est vrai que chez beaucoup de femmes, il y a de la fatigue au début. Ça commence déjà à questionner, mais pourquoi je suis aussi fatiguée? Il peut même y avoir un peu de certaine culpabilité, de se dire, ah, je suis enceinte, c'est ce que j'ai toujours voulu, puis maintenant, j'apprécie pas, je suis trop fatiguée, je bouge pas assez, je fais pas assez d'exercice, je me fais pas manger assez sainement, etc. Ça va pas être bien pour mon bébé, et toutes ces questions qui tournent. Sans parler du fait de l'entourage qui peut parfois, en pensant bien faire, en rajouter une couche, en disant mais prends-toi en main, fais de l'exercice et tout ça. Donc moi, ce que j'avais envie de dire à propos de ce premier trimestre, c'est que pour votre corps, c'est une épreuve en fait. C'est beaucoup de changements et c'est énormément d'énergie qui est investie pour cette conception, même si finalement ce bébé est encore tout à fait minuscule. Et il y a des applications qu'on peut trouver qui parlent un peu de ce développement et c'est tout à fait fascinant de voir tout ce qui se passe vraiment pendant ce premier trimestre dans le corps de la maman et puis au niveau évidemment de l'embryon qui deviendra un fœtus. Et j'ai envie de dire que là, c'est magnifique comme période pour apprendre la bienveillance pour soi.
pour accepter que ces limites-là, accepter cette fatigue, et puis développer aussi cette confiance que ça va passer, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, vers le deuxième trimestre, ça finit par passer, puis on commence à pouvoir apprécier son ventre qui grandit et tout ça, puis avoir un peu plus d'énergie. Et il y a vraiment, j'ai envie de dire, ces débuts. Parfois, il y a même des nausées. La personne, enfin, la femme peut être très malade. Alors, malheureusement, chez certaines femmes, ça dure, hein, mais la plupart du temps, après le premier trimestre, ça s'apaise. De savoir que vraiment, c'est normal et que plus on lutte contre ça, quelque part, pire ça sera. Il y a quelque chose qui me semble extrêmement important vis-à-vis de ce premier trimestre, c'est que souvent, il se passe en secret. Alors, pas tout le temps, mais il n'est pas rare qu'il se passe en secret parce que souvent, les 3 premiers mois sont les plus risqués. Et d'autant plus si on a déjà vécu des fausses couches, on va avoir tendance à ne pas le dire. Et puis, on n'a pas le ventre encore. Ouais. Donc, on a tous les symptômes. Généralement, on s'interdit de le dire, et ça, on ne va pas vraiment, probablement pas rentrer dans cette question-là, mais et donc c'est souvent 3 mois difficiles, très éprouvants physiquement, et paradoxalement éprouvants, alors que ça ne se voit pas, en fait. La Oui, grossesse ne se voit oui. pas. Et puis on est un peu seul hein, face à ça, Ouais, c'est vrai, parce que souvent la seule personne au courant, c'est le partenaire. ouais. Et puis lui, en fait, le partenaire, même si c'est un homme merveilleux qui vous soutient, qui vous comprend et tout ça, ça reste très conceptuel pour le papa avant que l'enfant vienne au monde. Et puis, malgré tout, peut-être son désir de prendre soin, il ne comprend pas qu'on puisse être aussi épuisé. Et puis, c'est vrai qu'en plus, on se retient de le dire. Parfois même aux parents, à la famille très proche. En particulier, c'est vrai, j'imagine, si on a déjà une fausse couche avant, on prend bien des précautions avant d'en parler, c'est sûr. Donc, c'est vrai que cet aspect du secret, de vivre tout ça, d'être tout seul avec ça, ça rajoute, c'est vrai, une charge émotionnelle. Et pourquoi pas, alors à ce moment-là, faire appel à éventuellement un thérapeute ou pour au moins pouvoir déposer ça en fait parce que sinon ça peut effectivement être très lourd. Ouais, ouais. Il y a déjà dans le premier mois en plus pas mal d'anticipation. Donc on a quelque part peur de le perdre, en tout cas si c'est un enfant qui est désiré. Et en général, cet enfant, même si ça ne nous est jamais arrivé, ou même si on connaît personne à qui c'est arrivé, ce qui est rare, on va quand même toujours avoir un petit peu cette crainte de le perdre. Puis en même temps, on a déjà envie de se projeter. On ne sait pas encore bien ce qu'on ressent pour ce bébé. C'est une rencontre. Et puis, voilà, ça peut vite générer, encore une fois, pas mal de charge mentale, d'anticipation. Puis en même temps, on ne veut pas s'y prendre trop tôt parce qu'on ne veut pas être déçu. Enfin, voilà. Puis ça va être comme ça, pas mal d'allers-retours pendant tout le premier trimestre jusqu'à ce qu'à un moment donné, on aille à l'échographie, justement. À ce moment-là, il y a une échographie en général qui est prévue. Et puis là, on vient fort heureusement, la plupart du temps, être rassuré que notre bébé va bien, que le développement se passe bien. Et puis là, on peut au moins un peu poser déjà quelques craintes, quelques anxiétés. Bon, après, il y en a d'autres qui viennent, mais au moins, on est en sécurité, on se sent en sécurité avec cette grossesse. Et pendant toute cette période-là, vraiment, de prendre soin de soi, je dirais que c'est crucial. Parce que justement, on a besoin de préserver nos ressources pour ce qui nous attend aussi après. J'avais aussi un petit peu envie de parler, si tu es d'accord, Macha, au moins que tu aies quelque chose à dire avant. Non. Non, j'avais aussi un petit peu envie de parler de cette personnalité hautement sensible qui a tendance à douter d'elle-même. Alors, ça ne veut pas dire que toute personne hautement sensible a un problème d'estime de soi, parce qu'on est beaucoup à avoir travaillé sur nous, puis à être plus ou moins à l'équilibre avec ça. Mais pour nous, l'inconnu, c'est toujours quand même beaucoup de questionnements. Et puis, tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, on se sent quand même la plupart du temps pas à la hauteur. Et ça, c'est quand même un sentiment contre lequel on doit quelque part presque lutter toute notre vie, et en particulier quand je vais devenir maman. Parce qu'on sait, si on est une personne hautement sensible, on sait que on n'est pas forcément super stable émotionnellement, on sait qu'on vient vite fatigué, qu'on est vite surstimulé.
puis quelque part, on pressent déjà que ce bébé va nous demander énormément d'attention, et puis on se dit, OK, est-ce que je vais y arriver? Et la réponse est oui, parce que on fait avec, on y arrive, mais en même temps, comme tu l'avais dit, Macha, de se préparer, d'avoir de l'information et d'avoir des outils, ça nous donne vraiment les meilleures chances de pouvoir vivre cette période-là, je dirais, le plus sereinement possible. Parce que le burn-out parental, c'est quand même quelque chose qui existe. En particulier, je trouve de nos jours, moi je vois ma grand-mère par exemple, elle a eu 9 enfants, j'imagine que il devait laisser aller beaucoup plus de choses que nous. J'imagine que voilà, ils étaient obligés finalement. Ils faisaient bien, ces femmes-là, elles faisaient bien ce qu'elles pouvaient. Elles n'avaient même pas de lave-linge. Elles étaient déjà heureuses si elles pouvaient nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, on est dans une autre époque. On est dans l'injonction d'être la mère parfaite. Et puis, en même temps qu'on est la mère parfaite qui vient d'accoucher, on doit être l'épouse parfaite et puis on doit être aussi quand même performante au travail, reprendre le travail le plus vite possible, pas être fatiguée, etc. Puis il y a énormément de pression aussi de la société. Parfois de la famille, mais je trouve en tout cas de la société et du monde de l'emploi qui, quelque part, on a presque peur de perdre son emploi si on n'est pas à la hauteur et on se trouve comme ça tiraillé par énormément de pression interne qu'on se met soi-même pour être parfaite, pour être tout le temps bienveillante. Puis ça, on verra ça aussi plus tard. Macha, c'est toi qui en parleras. Mais toute cette pression-là, il va falloir apprendre à négocier avec tout ça. Et puis, à ce moment justement du premier trimestre, il y a l'annonce à l'employeur qui peut aussi générer pas mal d'anxiété. Moi, j'accompagne des femmes qui carrément qui ont pratiquement une phobie de l'annoncer à leur employeur parce qu'elles ont peur en fait des conséquences pour leur carrière. Aujourd'hui, on est obligé d'être maman et puis d'avoir une carrière presque. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'avais fait des études d'ingénieur. J'avais senti ça très fort qu'il fallait avoir les deux, en fait. Sinon, presque, on avait raté sa vie et c'est très, très, très pesant, surtout pour une femme, je pense, hautement sensible. Alors, ça soulève des trucs tu vois, ça renvoie à beaucoup de points justement sur tout ce qu'on demande aux femmes et ça crée vraiment toujours une espèce de soulèvement chez moi assez fort. Et il y a une chose qui est intéressante, alors que peut-être on n'a pas précisé, sauf pour celles qui nous connaissent ou qui ont vu les autres vidéos, c'est que toi, tu vis en Suisse et moi, je vis en France. Oui. Donc, je me demandais aussi justement, même si j'ai quelques vagues idées, parce que je viens de Haute-Savoie, donc j'ai de la famille qui travaille en Suisse, mais voilà, les régimes ne sont pas forcément les mêmes en fait en termes Et je crois que d'ailleurs chez vous, par exemple, les femmes enceintes travaillent jusqu'au bout, sauf si elles sont en arrêt, alors que voilà, il y a des trucs comme ça où en France, à l'inverse, on peut être arrêté, on a un congé maternité déjà qui commence. Je ne sais pas la date exacte parce que moi, je l'ai pas eu le congé mat, mais peut-être au 7e mois, je ne sais plus. Là, pour le coup, je devrais vérifier. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra aussi discuter, Oui. parce qu'il y a des différences nationales, voilà. Oui, de culture aussi, hein. Sûr, ouais. Ouais. Et puis, justement, quand on n'a pas envie d'abandonner totalement sa carrière, mais qu'on veut quand même devenir maman, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et ça, justement, ça commence déjà, bon, vous me direz avant la conception, mais enfin, ça devient très, très concret une fois qu'il faut l'annoncer à l'employeur. En plus, il y a certains métiers. Moi, par exemple, je viens du monde de la chimie. C'est clair qu'il y a certains endroits où on ne peut même plus travailler une fois qu'on est enceinte parce que on prend des risques, en fait. Donc là, on est dans l'injonction de l'annoncer très très tôt à l'employeur, ce qui rajoute encore des pressions supplémentaires. Et vraiment, voilà, j'ai envie de dire, c'est probablement difficile pour toutes les femmes, hein, mais alors quand on a cette tendance à se poser énormément de questions, et puis de vouloir toujours bien faire, etc., d'avoir peur aussi de manquer quelque chose. Donc j'ai peur de manquer ma carrière, j'ai peur de manquer ma vie de maman, donc j'essaie de faire tout en même temps à la fois, puis finalement, je me retrouve épuisée. Voilà. Donc ça se prépare déjà, à mon avis, pendant la grossesse, de se poser encore une fois des questions, mais dans un état où c'est constructif, c'est-à-dire de prendre soin, de prendre peut-être un petit peu d'avance pour se poser les bonnes questions, d'avoir les bons outils, puis d'être bien conseillé pour cette étape-là. Ouais, et tu vois, c'est quelque chose qui... Alors là, c'est pareil,
on approfondira, mais c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être discuté explicitement avec le ou la partenaire. Ouais. Parce que moi aussi, quelque part, il y avait des choses qui me semblaient pas importantes ou je verrai plus tard. Et j'ai un peu regretté de ne pas m'être organisée en amont. Enfin, c'est important de savoir comment les deux parents ou les partenaires, en tout cas, Ouais, se projettent. voilà, exactement. Ouais. Ouais, comment ils se projettent, combien de temps ils veulent passer avec l'enfant, est-ce qu'on veut partager la garde, quel moyen de garde on veut. Tout ça, c'est des choses, plutôt on se pose la question et plus de discernement on a, j'ai envie de dire. Il y a une chose, alors je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas du tout pour le coup si c'est juste moi ou si c'est quelque chose qui est propre à la haute sensibilité, mais moi j'ai énormément de mal à me projeter. C'est-à-dire que autant je me pose plein de questions, autant tant que je ne suis pas face à la situation, j'ai vraiment du mal à savoir ce qui m'attend. Et du coup, ça peut entraîner ce truc où je reporte à plus tard, si tu veux, en me disant, bah, je Ouais. verrai quand ce sera là. Ouais. Et ça, c'est pas forcément, voilà, enfin, c'est pas forcément une bonne idée, ça. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la haute sensibilité, mais quelque chose me dit que oui, parce que j'ai un peu le même problème, cette difficulté à me projeter. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu, et toi aussi tu l'as mentionné, de demander un peu conseil à l'avance, en fait, de se renseigner sans tomber dans une boulimie, de vouloir tout savoir. C'est toujours encore une fois un équilibre. Parce qu'il y a quelque chose de sain aussi, de se dire, bon, je verrai bien quand c'est là, ce n'est pas la peine de créer des problèmes avant qu'ils soient là. Puis en même temps, il y a quand même les grandes lignes, en fait. Voilà, dans mon cas, c'était presque une sorte de déni, tu vois, c'était pas Voilà, ouais. vraiment de la confiance. Alors, voilà, faut Ouais. voir ce que c'est. Ouais. Et puis après, il y a l'excès de procrastination. C'est vrai, c'est souvent un problème de la personne sensible. Elle va remettre à plus tard pour s'éviter aussi l'anxiété, en fait, que ça génère chez elle ou le fait qu'elle n'a pas de réponse. Donc, voilà, bon, j'y pense pas parce que ça me génère trop d'inconfort, je verrai bien. Et puis, une fois qu'on est là, on est presque obligé de choisir des solutions d'urgence. Et puis, encore une fois, ça, je l'ai lu dans The Highly Sensitive Parent de Elena Roux, c'est que la personne hautement sensible peut avoir tendance à se poser vraiment des questions très profondes sur l'éducation de l'enfant, sur les meilleures solutions, sur la meilleure éducation à donner. Elle se laisse moins impacter par les habitudes culturelles. Elle se pose vraiment la question, bon, qu'est-ce qui est vraiment le meilleur pour mon enfant? Puis si elle ne trouve pas la réponse, ben, ça génère de l'anxiété. C'est pour ça que c'est bien de se renseigner, d'avoir des infos. Et puis je dirais, c'est vrai, les grandes questions très importantes, ben, d'essayer de faire en sorte d'avoir un minimum de stratégie, même si au fond, ben, avant que l'enfant soit là, c'est quand même compliqué de s'imaginer. C'est clair, voilà, ça c'est sûr, mais voilà, je trouve que en fait, tout ce qui est fait avant, quelque part, n'est plus à faire, ou alors c'est juste Ouais. à corriger, quoi. C'est juste à adapter, ouais. Ouais. Mhm. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier tu vas encore parler de ça plus tard, mais c'est que de penser qu'on va pouvoir tout le temps être à 100% pleinement présente pour son enfant, répondre à tous ses besoins comme on le voudrait, sans avoir du temps pour soi, ce ne sera pas possible en fait pour une personne hautement sensible parce qu'elle a besoin justement de juguler cette surstimulation. Donc de savoir en fait à l'avance qu'au cas où je peux demander à telle personne ou au cas où j'ai telle solution, ça enlève beaucoup de charge mentale et ça enlève beaucoup d'anxiété. Oui, c'est clair. Je vais te laisser peut-être parler de l'aspect dont tu parlais finalement de la société qui est androcentrée. Parce que c'est toi qui es peut-être plus sensible à cet aspect-là, puis si jamais je reviendrai là-dessus après, ça te va? Ah oui, oui, alors bien sûr. Moi, je me suis découvert depuis, pas vraiment ma grossesse, mais ça a commencé pendant la grossesse et ça a vraiment explosé après l'accouchement. Comment dire, euh, une sorte de féminisme en fait. Hein. C'est pas une sorte, c'est un féminisme qui enfin, j'ai eu conscience de plein de choses qui m'intéressaient pas avant en fait, où je me sentais pas concernée, voire je participais moi-même aux idées reçues, aux injonctions, je vais dire patriarcales. C'est des mots qui sont assez politiques, assez militants, et sans être militante, je peux plus faire l'impasse là-dessus, si tu veux. D'ailleurs, que ce soit dans les troubles alimentaires, mon domaine
de travail que dans la maternité. Pour moi, c'est plus possible d'envisager la maternité comme juste le problème de la mère. Il y a vraiment un aspect sociétal hyper fort. Et donc là, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, majoritairement, c'est assez... voilà, il y a toujours des exceptions, mais on est quand même dans une société qui est organisée autour de l'homme, qui est organisée majoritairement par l'homme pour l'homme. Il n'y a pas de jugement, c'est juste quand même comme ça. L'organisation du travail, elle est faite pour des hommes sans enfants, enfin, tu vois, qui n'ont pas des cycles menstruels. Enfin, il y a plein d'enjeux qui ne sont pas du tout pris en compte. Et puis, on est aussi dans une société, et là, je pense qu'en Suisse, c'est pareil, enfin, dans le monde occidental, qui est quand même neurocentré, qui est quand même organisé aussi plutôt pour et par des personnes neurotypiques. Donc, c'est aussi pour ça que souvent, quand on est hautement sensible, on a l'impression d'être trop fatigable, d'être pas assez volontaire, d'être à côté de la plaque, parce qu'en fait, l'organisation traditionnelle de la vie et du travail, elle n'est pas faite pour prendre en compte la subtilité, tu vois, on va dire, de la femme et de la personne hautement sensible. Et donc, je pense que si c'est des questions qu'on ne s'est jamais posées avant d'être enceinte, a priori, ce sont des problématiques aussi qu'on explore après, une fois qu'on a un enfant. Et moi, si tu veux, là aussi, c'est quelque chose que, évidemment, je pense qu'il faudra approfondir. L'idée n'est pas de parler de la société en termes politiques, mais c'est de renvoyer à, OK, moi, dans ce contexte, en tant que femme hautement sensible et future mère ou mère, je fais comment? Oui. L'idée, c'est que mais c'est valable pour toutes les personnes hautement sensibles, mais surtout quand on est dans une situation de maternité ou de grossesse, c'est pas à l'extérieur de nous dicter nos besoins et nos limites. Et ça, c'est un message que vraiment j'essaye de transmettre tout le temps. Alors, il y a un principe de réalité, on ne peut pas faire comme on veut, quand on veut, il y a des contraintes matérielles, comme tu disais, faut gagner sa vie, on ne peut pas faire comme on veut, mais on a toujours une marge de manœuvre, en tout cas, j'espère, dans laquelle c'est à nous de surtout pas nous déposséder de nos besoins et vraiment d'écouter ce qu'on ressent en termes corporels, émotionnels, et de ne pas juger ça, en fait, et de se dire, voilà, si je suis fatiguée, point barre, il n'y a pas à se dire pourquoi je suis comme ça. Non, vraiment, ça me semble essentiel. Parce qu'on a tendance, je trouve, beaucoup à se déresponsabiliser, surtout, comme tu disais, quand on doute beaucoup de soi. Et moi, par exemple, je demandais vachement l'avis de mon compagnon, qui en fait n'est pas compétent pour me donner son avis du tout, puisqu'il n'est ni femme, ni enceinte, ni maman, ni hautement sensible. Et dans tous les cas, c'est important vraiment de prendre la responsabilité de sa santé, de son bien-être quand on est hautement sensible, mais encore plus dans ces moments-là. Parce que c'est pas la société qui sait comment on fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je crois que oui. Moi, j'ai trouvé ça très clair et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, si j'ose, Macha. Avec plaisir. C'est que moi, par contre, la question, je dirais, du féminisme, ça m'a toujours accompagnée. C'est une histoire personnelle. C'est mon vécu personnel. Il faut savoir qu'en Suisse, moi, j'avais 13 ans quand le droit de vote a été admis au niveau fédéral pour tous les cantons, toutes les communes. Donc, j'avais déjà 13 ans quand les femmes ont le droit de vote partout. Hein. Donc, c'est dire la Suisse, c'est pas un pays en avance en ce qui concerne le droit des femmes. Par exemple, ma maman, quand elle était jeune, à partir du moment où elle se mariait, elle ne pouvait plus décider ce qu'elle faisait de son argent. Par exemple, elle devait demander à son mari si elle pouvait travailler. Enfin, il faut s'imaginer vraiment que moi, ma maman, elle m'a sensibilisée très tôt à cette question. D'ailleurs, il y a un film sur ce sujet, même pour les femmes françaises, je pense que ça peut être intéressant, un film magnifique qui s'appelle L'Ordre divin, qui parle de cette question j'ai envie de dire, du féminisme. Bien sûr, c'est axé sur la Suisse, mais je trouve quand même probablement que ce sera très intéressant, même si on est une femme, disons, francophone qui n'est pas suissesse. Au-delà de ça, donc moi j'ai en plus évolué dans un milieu d'hommes. J'ai fait des études d'ingénieur, j'étais souvent dans plein de réunions la seule femme, donc c'est vraiment une question qui m'a toujours accompagnée. Et j'ai eu envie de dire que j'avais cessé quelque part d'avoir des illusions. Moi, je ne crois pas que l'égalité soit pour notre génération. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les hommes ont une responsabilité, mais nous, les femmes aussi, en fait. Quelque part, on se laisse un peu faire.
parce que je ne sais pas trop pourquoi, hein, ce n'est pas un débat non plus qu'on a envie de faire forcément aujourd'hui ici, mais en tous les cas, moi j'ai pu observer que j'étais des fois la première à me mettre la pression. Pourquoi? Dans ma vie professionnelle, je voulais probablement rivaliser. Je suis entrée dans une certaine forme de compétition, parfois un peu malgré moi, ou disons un peu inconsciemment. Puis après, étant devenue maman, ben, j'avais aussi envie d'être la meilleure maman. Et puis, je voulais à la fois, je voulais pouvoir tout faire, en fait. Puis, je me suis mis beaucoup de pression. Et parfois, c'est même mon conjoint qui me disait, mais Anita, tu sais, là, moi, je suis tout à fait d'accord de rester une journée avec notre fils et puis toi, tu prends du temps pour toi. Et moi, quelque part, ce conflit intérieur, ben, je le cultivais moi-même. C'est-à-dire que je me disais, ben, si je fais ça, c'est pas bien pour mon enfant parce qu'il va se sentir abandonné. Et je n'ai pas mis mes besoins en priorité parce que j'étais devenue maman, ce qui est une erreur à mon avis. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles, avec Macha, je pense qu'on a eu envie de faire cette vidéo. C'est parce que quelque part, on prépare peut-être l'avenir de nos enfants hautement sensibles pour qu'ils vivent le mieux possible, mais pour ça, il faut qu'ils aient eu une enfance, quelque part, peut-être meilleure que la nôtre, où leurs émotions étaient mieux comprises, mieux accompagnées. Mais il faut savoir que c'est les parents qui élèvent les enfants. Donc, si nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous, si nous-mêmes, on fait du déni de nos émotions, si nous-mêmes, on ne prend pas en charge nos besoins, si on ne prend pas la responsabilité, finalement, presque inconsciemment, on insuffle à nos enfants l'idée qu'ils sont censés faire pareil et qu'ils sont censés se forcer, faire des efforts tout le temps, faire comme tout le monde, entrer dans ce... Et voilà le message finalement que sans le vouloir, on transmet. Et moi, j'ai dû faire ce travail de me dire, OK, Anita, il y a effectivement la pression de la société, mais toi, quelque part, voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça? Et puis, tu sais très bien quels sont tes besoins. Au fond, moi, je le sens très bien. Simplement, des fois, j'écoute pas. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai, c'est très primordial. Personne mieux que nous, mieux que la maman peut connaître ses besoins. C'est une évidence. Votre gynécologue, pareil, il fait de son mieux, mais en particulier si c'est un homme, il a peut-être de l'expérience, mais il n'est pas dans votre corps. Il ne sait pas la particularité de vous, de votre grossesse, de votre histoire avec votre enfant. Il ne connaît pas tout ça. Donc, vraiment, et c'est marrant parce qu'on en revient à cette carte oracle qu'on a tirée avant de faire la vidéo sur l'intuition. Ça va être aussi un équilibre entre prendre des renseignements, demander des conseils et finalement, toujours après, revenir à soi puis se dire, OK, voilà, qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui me semble juste pour moi, ici et maintenant? Et si moi, je ne prends pas soin de moi, je vais être effondrée, je vais être épuisée. Et puis à ce moment-là, ben, je n'aurai plus les ressources pour être bienveillante avec mon enfant. Je ne pourrai même plus lui apporter finalement la base de ce qu'il a besoin parce que je vais être tellement surchargée. Et ça, c'est une réalité. À un moment donné, ben, il y a une limite, le système nerveux, il n'en peut plus. Et même si moi, je me suis mis énormément de pression, c'est toujours le corps qui va à la fin dicter sa loi quelque part. Oui. Donc, c'est compliqué, c'est vrai, de se positionner parmi tout ça, en particulier quand on est hautement sensible, qu'on a une conscience élevée, des valeurs très, très ancrées, on veut bien faire et tout ça. Mais à un moment donné, encore une fois, on en revient aussi à ces outils de se dire, OK, maintenant, je fais un peu le calme en moi, je prends un peu de temps pour moi. Mon enfant, il ne va pas mourir si un après-midi, il passe du temps avec son papa, sa grand-maman, la maman de jour. Et moi, pendant ce temps, je me ressource, je prends soin de moi et ensuite, je serai plus disponible pour mon enfant. Et ça, vraiment, moi, j'avais aussi envie de faire ces ateliers pour cette raison-là, pour avant tout prendre soin de la maman, parce qu'in fine, c'est l'enfant qui va bénéficier de tout ça aussi. La maman de jour, c'est la nounou chez vous, c'est ça? J'imagine, ouais. C'est-à-dire qu'on a plusieurs moyens de garde. Soit on met un enfant à la crèche, et là, ben, c'est un lieu où il y a plusieurs enfants avec des éducateurs. Soit il y a des mamans qui accueillent les enfants chez elles à la maison, puis on appelle ça une maman de jour. C'est mignon. Nous c'est des assistantes maternelles, en fait. Ouais. Bien, maman de jour. Ouais, c'est marrant, on se rend compte que même, on n'est pas si loin, hein, mais il y a des mots et des habitudes qui changent déjà, même si on est à 2-3 heures de route. Ouais. Et c'est super mignon comme appellation, je trouve ça trop chou. Ouais, je complète ce que tu dis. Ouais, merci de préciser ça, c'est tellement essentiel. Et puis, il y a une chose que j'avais notée, donc cette nécessité de garder la responsabilité du soin de soi, sachant que c'est facile à dire là tout de suite, mais que
Quand on y est, c'est pas facile et c'est normal hein, parce qu'il Ouais. y a puis souvent plein d'infos contradictoires, plein de conseils non sollicités. Des fois, l'intuition dans tout ça, on ne sait pas trop l'entendre ou on ne sait pas trop si c'est de l'intuition ou si c'est une injonction intériorisée. Enfin, c'est vraiment en soi un exercice compliqué, donc encore plus dans ces moments de vulnérabilité. Ouais. Surtout quand on est fatigué, Ah ouais. on est épuisé. Là, c'est vrai que... Et là, vraiment, Hélène Aron, elle précise ça. Elle donne toute une liste de besoins. On reviendra là-dessus vraiment, je pense, en détail dans les ateliers. Mais elle dit à un moment donné, il faut dire non à tout sauf à dormir, quoi. À un moment donné, Ouais. voilà, il faut dormir, il faut prendre soin de son système nerveux. C'est vraiment crucial. C'est probablement vrai pour toutes les mamans, mais pour nous, les mamans hautement sensibles. Je ne sais pas que je veux faire peur hein, non plus, mais l'épuisement nous guette en fait, quelque Ouais. part. Ouais. Donc, c'est important de savoir que là, peut-être au début, on vient d'accoucher, on a un boost d'hormones, on a l'impression qu'on est super maman et tout ça, mais en fait, l'enfant, il vient d'arriver et il y aura encore plein d'étapes où il faudra avoir des ressources. Voilà, donc c'est économiser sur la durée. Ouais. J'avais noté en fait quelque chose qui concernerait plutôt la suite sur le fait de demander, donc je le note pour plus tard. Ouais, demander de l'aide. Ouais, demander, mais en lien justement avec ses besoins. C'est-à-dire Ouais. que souvent, l'entourage ne se rend pas compte à quel point on peut avoir besoin. Et là, quelque part, peut-être j'anticipe un peu sur la suite, mais tu as dit quelque chose qui m'y a fait penser tout à l'heure, je ne sais plus quoi. Mais oui, tu disais que toi-même, tu te mettais la pression. Ouais. Et moi, j'ai vraiment eu des moments très, très noirs. Moi, je n'ai pas été en forme du tout quand mon enfant est né. J'en parlerai plus tard, mais ça a été très, très, très compliqué. Mais je voulais absolument, je ne sais pas comment le dire, peut-être me prouver que j'avais tout ce qu'il fallait pour m'occuper de lui. Et donc, j'attendais vraiment un peu le point de craquage ou de non-retour pour dire à mon conjoint, en fait, là, il faut que tu le prennes là. Parce que lui, quelque part, les premiers jours, il continuait sa vie comme avant, presque. Et j'avais, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la... Je ne pense pas de la fierté mal placée, je ne pense pas, mais une croyance en tout cas que en tant que maman, je devais, moi, être capable de gérer toute seule à 100% et laisser le papa faire sa vie. Et il a fallu que j'atteigne vraiment des stades très compliqués pour plus avoir le choix, en fait. Oui, et je pense qu'on a prévu d'en parler dans les ateliers aussi, de cette communication avec le partenaire. Et là, je dois dire que j'admire les femmes qui ont un enfant toutes seules. Hein. C'est d'autant plus un enjeu. Mais s'il y a un partenaire, la communication avec le partenaire est cruciale. C'est des moments où les deux, on est fatigués. Mais c'est important de pouvoir communiquer au papa comment on se sent, de quoi on pense avoir besoin et quel est vraiment... souvent, en fait, les papas, ils sont prêts à aider, mais ils ne savent pas comment trop quoi faire, à quel moment, ils ne savent pas trop s'ils doivent s'immiscer entre la mère et l'enfant ou pas. Il peut même arriver que le papa, au début, se sente un peu rejeté parce qu'il y a cette fusion entre la mère et l'enfant. Toute l'attention de la mère va sur l'enfant, puis le papa, il est un peu là, il ne sait pas toujours au début trouver sa place. Donc ça aussi, c'est important de savoir qu'il y aura des moments où ce sera important de communiquer. Comment est-ce qu'on communique? Et puis, comment on s'organise les premiers temps, notamment le mois d'or, mais on y arrive là parce qu'on a terminé plus ou Ouais, moins la phase. De toute façon, c'est difficile de parler que de la grossesse sans parler de l'après, hein, mais tout à fait. mais voilà, si tu veux maintenant peut-être passer à cette phase-là, l'enfant vient d'arriver. Ouais, Donc, il y avait aussi, pardon, j'ai oublié les peurs de l'accouchement. Évidemment, quand on anticipe tout, on va aussi anticiper l'accouchement. Et là, vraiment, s'il y a trop de crainte, j'ai envie de dire, faites-vous aider. Là, c'est tout à fait possible de faire un travail, que ce soit en hypnose, par exemple. Moi, je connais bien cette technique en EMDR ou des techniques comme ça qui peuvent déjà vous permettre de faire peut-être appel à une doula. Nous, on a ça en Suisse, je ne sais pas si vous avez aussi en France, qui peut vous aider à appréhender en fait ces angoisses en lien avec l'accouchement. En particulier, s'il y a déjà eu un premier enfant et que ça s'est mal passé, je dirais que si vous voulez maximiser les chances que tout se passe bien lors du deuxième accouchement, c'est bien de prendre soin de l'aspect émotionnel qui ne serait pas réglé après le premier accouchement. Voilà. Ouais, alors du coup, donc avant de passer à la suite, finalement, tu soulèves, c'est vraiment très important en effet. Là aussi, c'est pareil, j'en parle à la lumière de mon expérience.
Moi, j'ai été accompagnée, mais après la naissance et assez tardivement. Et je regrette vraiment. Ça, c'est vraiment si je devais changer une chose, c'est que dès le départ, j'aurais trouvé un accompagnement vraiment dédié. J'avais des accompagnements, mais c'était de la supervision de ma pratique ou de la thérapie plus générale avec un psy homme. Donc, j'aurais trouvé vraiment une ou deux professionnels qui auraient été dédiés à la natalité. Ça, c'est sûr. Et puis, ça, c'est juste pour l'année. Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est juste pour raconter. On verra si ça soulève des questions peut-être plus tard, lors des ateliers justement. Mais il y a la question parfois de la médicalisation de la grossesse. Donc là, nous, on ne va pas rentrer dans des considérations médicales. Hein, on parle juste de nos expériences. Dans mon cas, je t'avais dit que moi, j'avais été déclenchée. C'est une histoire assez lourde où vraiment on m'a très, très vivement incité au déclenchement et j'étais contre, mais j'avais peur de mettre mon enfant en danger, en fait. Et donc, on l'a fait naître. Avant ça, on m'a fait maturer le col pendant 6 jours avec divers outils j'ai envie de dire, presque de torture quand même, donc destinés à générer des contractions. Et ça a été très, très compliqué. Ça pose toute la question, là aussi, du projet de naissance. Je trouve que ça aussi, c'est pas parce qu'on planifie que ça va se passer comme on veut. C'est parfois on planifie des trucs et ça colle pas avec la réalité. Moi, je pense j'ai des exemples de personnes qui voulaient un accouchement nature, etc. Pas de chance, la poche des os se perce en avance. Des fois, on est obligé de s'adapter. Mais je trouve ça important quand même en amont de planifier comment on aura envie d'accoucher, de se renseigner, est-ce que j'ai besoin d'un soutien médical ou pas. Voilà, moi, j'avais une grossesse très, très, très médicalisée, un accouchement très médicalisé. C'est pas comme ça que je voulais le vivre, mais bon, peu importe à ce stade. Et il y a en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, en France, on a des cours de préparation à la naissance qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et puis, on peut recevoir la visite d'une sage-femme. Mais moi, j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. C'est vraiment... Il y a aussi une subtilité, c'est que toi et moi, on était enceintes pendant la période de Covid, qui n'a pas été la même en France et en Suisse. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais en France, il y a beaucoup d'ateliers qui étaient annulés, en fait. Beaucoup de choses, je suis le champ prénatal, les ateliers de discussion. Il y a plein de choses auxquelles, en fait, on n'avait pas accès puisque ça se passait dans les hôpitaux. Et donc, moi, j'ai eu un cours de préparation à la naissance en ligne. J'ai eu 7 cours. Et je dois dire que c'était absolument insuffisant. C'était déjà ça. Mais voilà, donc il y a peut-être aussi ce contexte. Mais si vous avez des ressources disponibles, notamment si elles sont prises en charge, franchement, allez-y. Mais ne serait-ce que pour voir d'autres personnes qui traversent la même chose. Moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup manqué. J'ai été très, très seule, en fait, dans cette grossesse. Voilà. Oui, pour moi, c'était pareil. Je suis tombée enceinte juste avant le Covid. Enfin, pas vraiment parce que ça avait déjà démarré le Covid, mais je veux dire, c'était avant la vague, avant que la vague nous atteigne. Ouais. Donc, en plus, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et puis j'ai dû arrêter de travailler. On ne savait pas quelles allocations on aurait. Enfin bref, ça a été très stressant de ce point de vue-là. Puis après, tout ce que moi, j'aurais eu envie de faire, des cours de préparation en piscine, évidemment, tout ça t'oublie. Les cours de préparation à l'accouchement pour parler avec d'autres mamans, d'autres couples, annulés. Donc, effectivement, je me suis retrouvée assez seule finalement avec tout ça. Moi, il faut savoir que j'ai eu un enfant tard, donc toutes mes copines, elles avaient pratiquement des enfants ados déjà quasi, pour la plupart. Donc, c'est vrai que d'être accompagnée pendant cette période-là pour parler de ces questions-là qui nous taraudent, qui nous stressent, c'est fou en fait. Pourtant, je ne suis pas pour la thérapie mentale uniquement, hein, mais quand même, à un moment donné, quand on a des questions, on a besoin d'avoir des réponses et ça limite le stress. Et moi, j'avais trouvé une super sage-femme qui effectivement était venue à la maison, puis avec qui j'avais pu communiquer tous ces aspects-là. Et puis, ça m'avait vraiment allégée, même si c'est vrai que c'était peut-être peu, en fait. Donc, d'avoir accès à un accompagnement pendant la grossesse, rien que pour s'aider à se détendre. Parce que c'est fou, moi, je suis pourtant hypnothérapeute, hein. Donc, quand j'accompagnais quelqu'un, tout se passait bien, j'arrivais tout à fait à l'accompagner, mais pour moi-même, en fait, c'était compliqué. Donc, j'avais besoin de soutien pour que quelqu'un m'aide à me détendre, quelqu'un m'aide tu vois, à m'apaiser, puis à trouver ces moments avec mon bébé. Donc, des fois, de se payer un massage prénatal, de ce genre de choses,
finalement, c'est aussi de quoi mettre de côté des ressources pour après, en fait. Parce qu'on prend soin de soi, on prend soin de ses besoins. Et puis, effectivement, le plan de naissance, c'est quelque chose qui est important. Moi, ça ne s'est pas trop déroulé comme j'avais prévu. L'enfant était en retard, il a fallu déclencher, ça a été très long, c'était douloureux. Bon, ça, ben, c'est un peu la norme, vous me direz, mais voilà, évidemment, ça ne passe peut-être pas comme j'avais prévu, mais au moins de se renseigner quelles sont les options, au cas où, quelles sont mes options, puis de se préparer, de se dire, moi j'ai envie de ça, mais au cas où, avec quoi je suis tranquille en fait. Quel est en fait le mode? Est-ce que c'est en maison de naissance? Est-ce que je suis plus tranquille d'aller à l'hôpital? Bien choisir son médecin qui vous accompagne. Moi, j'ai eu un merveilleux médecin, mais vous ne vous rendez pas compte la ressource que c'est. Le moment où on est en train d'accoucher, puis qu'on a totalement confiance dans son médecin. Donc moi, je trouve avec ça, il ne faut pas négocier, quoi. Euh, il faut choisir quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien, qui nous écoute, qui nous soutient. Et ça, c'est, à mon avis, se mettre toutes les chances de son côté. Ouais. Il y a une toute dernière petite chose qui m'est venue en t'écoutant. C'est, tu vois, je me souviens que moi, on m'avait tout de suite dit qu'on allait me déclencher. Et tout de suite, j'ai lu plein d'infos et je n'étais pas pour du tout intuitivement. Et puis, j'ai vu aussi que souvent, ça se terminait assez mal. Enfin, ça se terminait en césarienne d'urgence. Et enfin, c'est un peu le cas classique puisque vraiment, tu forces le corps à accoucher malgré lui, quoi. Mais je voulais tellement pas de césarienne. J'ai passé la grossesse à tout faire pour accoucher, déclencher un accouchement naturel, ce qui veut rien dire, c'est paradoxal, mais je voulais tellement accoucher par voie basse que, par exemple, à la préparation à la naissance, j'écoutais pas quand elle parlait de césarienne. Je voulais pas, en fait, c'est comme si en écoutant les infos, j'allais provoquer un peu la césarienne et je trouve que c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour être négatif, c'est pas pour se faire peur, mais c'est pas mal de penser en amont et si ça se passe pas comme je veux, si finalement ça doit se passer en césarienne ou voilà, si finalement je dois être déclenchée, c'est des choses qu'en général on préfère pas. Ou alors, si je veux un accouchement à la maison, par exemple, mais qu'en fait, finalement, il faut me transporter à l'hôpital, je trouve que c'est important juste de prendre 2 secondes pour y penser avant. Oui, oui. Et s'il y a des angoisses, par exemple, je ne sais pas, j'ai une angoisse. Moi, je me souviens, j'avais très peur de la péridurale parce qu'en fait, c'est pas. Enfin, j'aurais voulu accoucher naturellement sans péridurale, mais surtout, j'avais l'angoisse, en fait, de la piqûre dans la colonne vertébrale. C'est quelque chose que j'ai toujours eu une angoisse avec ça. Mais j'ai fait ce travail en amont, en fait, de faire cette désensibilisation. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est hypnothérapeute, qui a pu m'aider pour ça. Vraiment, mais c'était tout bénef parce que le moment où j'ai senti, OK, ben là, c'est le moment, en fait. Là, si je suis en train de me mettre en danger, si je ne fais pas cette péridurale, ben, je ne vais pas tenir la longueur. Ben, en fait, ça s'est finalement très bien passé. Et quelque part, je me dis, c'était pas mon souhait. J'aurais voulu que ça se passe autrement, mais j'avais quand même préparé ce et si jamais. Donc c'est pas, voilà, c'est pas. En fait, quand on lit un peu trop de bouquins de développement personnel, on se dit que si on y pense, on va le produire, on va le générer. Mais moi, je crois pas à ça. Non. Je me dis, en fait, je dois me sentir tranquille. Plus je limite mes angoisses et moins je résiste contre quelque chose et meilleures sont mes chances finalement que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà. C'est pour ça que cette préparation aussi du plan de naissance, aussi du postpartum, du mois d'or, comme on va parler après, tout ça, c'est des éléments qui vous permettent de vous mettre dans les meilleures conditions, de limiter la charge mentale. C'est vraiment ça l'enjeu. On va le répéter 6000 fois pendant la conférence, pendant les ateliers. Limiter la charge mentale absolument pour être le plus... Aussi pour aider le corps. Il faut savoir que le corps, pour qu'un accouchement se passe le mieux possible, mais aussi pour qu'il guérisse le mieux possible. Si toutefois il y a une césarienne, il y a une cicatrisation qui doit se préparer, le corps doit se remettre ensuite après à fonctionner normalement, l'utérus doit se rétracter. Et si on veut laisser le corps faire, en fait, pour qu'il guérisse le mieux possible, il faut être dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, ça veut dire pas sous stress en fait. Donc de limiter absolument toutes les sources de stress autant que faire se peut, parce qu'il faut savoir que certaines on ne peut pas. Donc voilà, de limiter tout ce qu'on peut, ça nous donne les meilleures chances que la grossesse se passe bien et que le postpartum se passe bien. Ouais. Ok, et eh ben, écoute, on poursuit. On poursuit. Super.
Donc, on a parlé de la grossesse, on a commencé un petit peu à anticiper sur la suite. Et puis là, on va parler un peu, comme on disait, de ce qu'on appelle le mois d'or. Et puis aussi, certaines appellent ça le quatrième trimestre. Pour celles qui ont Instagram, il y a des comptes qui s'appellent comme ça, le mois d'or et le quatrième trimestre, qui sont très intéressants d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est une parenthèse aussi. J'ai découvert après coup qu'il y avait énormément de ressources assez complètes sur Instagram. Alors, malheureusement, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a aussi des comptes qui proposent beaucoup d'infos, de ressources gratuites, très bien documentées. Il faut faire le tri, il faut vraiment prendre ce qui nous parle, mais il existe des ressources, mais voilà, je reviens sur le fait que moi, dans mon cas, j'étais pas très proactive en fait. J'attendais un peu que ça se passe. Enfin voilà, j'étais pas. Ok, donc pour cette question, donc d'abord des premières semaines après la naissance et puis on va dire la première année en général. Là, nos enfants, ils ont aux alentours d'un an, à toi et moi, donc on ne connaît pas la suite, mais on a vécu la première année. On va parler de ces besoins, des besoins psycho-émotionnels et des besoins physiques. On va parler des stresseurs aussi, le manque de sommeil, la surstimulation, peut-être la question du couple, la communication, la charge mentale évidemment. On va parler des priorités, comment les fixer, comment faire simple. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on approfondira, on rentrera vraiment dans le détail en atelier, mais là, on va essayer déjà d'apporter des pistes si possible. Et puis ensuite, on avait noté peut-être des questions particulières que là, pour le coup, on n'approfondira pas ici, mais le choix de l'allaitement ou pas, le burn-out parental, la dépression postpartum, enfin, se faire accompagner ou pas, etc. Donc ça, c'est pour le résumé. Je vais faire des liens avec ce que tu as dit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu as déjà dites qui sont valables pour l'après-naissance. Tout ce qui est valable du coup pendant la grossesse, qui peut être une période de grande vulnérabilité, même si on peut vraiment développer un instinct, ou pas hein, d'ailleurs, mais développer des ressources, je trouve que c'est 10 000 fois plus vrai après, parce que vraiment, on a beau le savoir, on a beau l'entendre, après l'accouchement, c'est principalement quand même un état de fragilité intense de la mère, surtout s'il y a eu un accouchement difficile. Surtout s'il y a eu péridurale, césarienne, enfin toutes ces choses qui vont vraiment rendre la récupération plus lourde. Et là, pour moi, il y a deux choses à voir. C'est tout ce qu'il est urgent de prendre en compte quand on arrive et puis comment essayer de se créer un environnement qui va nous permettre aussi de vivre ça le mieux possible. Donc, je vais veiller à pas forcément donner trop d'infos, sinon ça va durer très longtemps, mais il y a la question voilà, de ça, être au clair. Et pour moi, être au clair, c'est être pragmatique avec ses besoins. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. On vit des choses après l'accouchement forcément inédites, y compris, je pense, quand on a un deuxième ou un troisième ou plus enfant. Ça n'est pas parce qu'on a vécu les choses d'une certaine manière avec le premier que c'est pareil après. Et je crois que là, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas passer ses besoins physiques, notamment, au crible du mental. C'est-à-dire, si je suis fatiguée, ça ne sert à rien de me demander pourquoi, est-ce que je devrais, mais pourquoi cette maman-là, elle arrive à se lever, se doucher, se maquiller, s'habiller, alors que moi… Enfin, je trouve que moi, ce qui m'a vraiment sauvée, c'était d'être en mode très, très terre-à-terre, très pragmatique. J'ai un besoin, je fais tout ce que je peux pour le concrétiser et j'essaye vraiment de m'en tenir à l'extrême urgent qui, en général, c'est quand même le sommeil. Hein. On ne peut pas toujours appliquer l'adage dors quand ton bébé dort, parce que surtout si on n'est pas soutenu ou pas suffisamment, il y a un minimum de logistique à fournir. Mais c'est vraiment essayer de ne pas faire l'impasse là-dessus, parce que ça a un effet énorme sur la santé mentale et sur la récupération physique. Déjà, à ce stade, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Oui, alors c'est crucial ce que tu dis. L'après-accouchement, mais la grossesse, on est déjà très vulnérable en fait. Hein. Quand on est une personne hypersensible, on connaît la sensibilité, mais ça fait que de s'accentuer en fait pendant la grossesse. Et au moment de l'accouchement, et là, il y a des raisons énergétiques à ça. Et peut-être un jour, on fera un atelier rien que sur ça, parce que moi, en plus d'être thérapeute, je suis médium, donc j'ai connu énergétiquement des choses
assez incroyable en fait. Il faut aussi comprendre qu'énergétiquement, je laisse un être entrer en moi et puis ensuite, il y a toute cette fusion. On est ultra connecté au divin pendant cette période-là. Donc au niveau énergétique, au niveau spirituel, c'est une période initiatique pour la femme. J'avais quand même aussi envie de parler de ça. C'est pas forcément l'objet de nos ateliers, mais pourquoi pas à l'avenir si ça intéresse certaines femmes qui nous écoutent. C'est spirituellement vraiment une étape initiatique en fait. Donc, on est très vulnérable au niveau émotionnel, au niveau énergétique durant cette phase-là. On peut être très fatigué, comme on peut être plein d'énergie, plus pouvoir dormir. On peut être quasiment dans des états extatiques, comme dans des états très sombres. Ça peut passer de l'un à l'autre très rapidement. Et en plus de ça, il y a toutes ces injonctions, on veut être parfait pour ce bébé, enfin, on voudrait lui apporter parfois tout ce qu'on n'a pas eu ou qu'on pense ne pas avoir eu. Enfin, c'est très, très compliqué. Et à un moment donné, tout ça, c'est trop. Il faut revenir au pratico-pratique. Et ça, c'est vraiment un truc, ça aide énormément. OK, maintenant, j'ai besoin de me doucher, j'ai le temps de me doucher, j'y vais. Voilà. Et puis, là, il conseille aussi pendant ce mois d'or de se faire accompagner si c'est possible. Alors après, on n'a pas toujours les moyens. Parce que si j'ai pas ma maman, ma sœur ou je sais pas qui tout près qui peut m'aider pour les repas et tout ça, ben voilà, je fais ce que je peux. Peut-être que j'ai des moyens financiers limités puis je peux faire appel à quelqu'un ou peut-être que je dois me débrouiller. Mais là, c'est vraiment de faire peut-être quelques concessions, de peut-être acheter un peu des choses vite prêtes, enfin, ou à l'avance, il disait même qu'il fallait peut-être prévoir certains menus, cuisiner à l'avance, congeler pour vraiment pouvoir, pendant cette période-là, prendre soin des soins basiques, en fait, et puis de pouvoir dormir dès qu'on peut, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment important. Si on allaite, on est soutenu par certaines hormones, mais si on n'allait pas, pas forcément. Donc, c'est pas si simple de dormir dès que le bébé s'endort. Hein. Donc, effectivement, voilà, cette période-là, d'essayer un maximum de trouver du soutien si vous pouvez, puis si vous ne pouvez pas, de faire quelques concessions, en fait. C'est-à-dire de baisser peut-être un peu le niveau d'exigence pour pouvoir, peut-être que vous n'allez pas perdre le poids directement tout de suite après l'accouchement, puis que vous ne serez pas toute belle, bien préparée, coiffée comme Kate Middleton quand elle sort de l'hôpital à peu près 3 heures après avoir accouché. Ben voilà, c'est comme ça. On vient de faire un truc incroyable, même si les femmes le font depuis des millénaires, nous, on ne l'a jamais fait. Et pour moi, accoucher, c'était un truc de dingue. Je me rappelle, mon conjoint me disait, mais Anita, mais t'es une héroïne et tout, parce que vraiment, il avait été très, très impressionné. C'est quand même impressionnant ce qui se passe et on ne peut rien contrôler. Quelque part, on est obligé aussi de faire confiance au corps médical ou à la personne qui nous accouche, à notre corps, à tout ça. On est très vulnérable, donc vraiment, voilà, les soins, de revenir à un moment donné, qu'est-ce que j'ai besoin? Je viens de faire un truc de dingue, maintenant je prends la mesure de ça et puis je prends soin encore une fois, pour que la période de récupération se passe le mieux possible. Ouais, et alors là, j'ai pas mal de choses, du coup, ça m'a fait penser à pas mal de choses. En vue de l'atelier, je ferai pour la France des recherches sur toutes les aides qui existent, parce qu'il y en a, et en fait, souvent, on ne les connaît pas, je l'ai découvert après. Il y a des aides, des prises en charge par l'État ou les communes ou le département pour les mamans, après, conditionné à niveau de ressources ou pas. Donc ça, je le fournirai pour celles qui peut-être rejoindront l'atelier. Et, Oui, oui, il y a aussi, en Suisse, en tout cas, ça existe comment dire, des consortiums de mamans qui vous apportent des repas à la maison. Enfin, ouais, voilà. pour ce mois d'or, il y a même, on peut acheter dans certains magasins de naissance, en fait, des bons pour le postpartum, pour prendre soin de la maman. Ça se fait de plus en plus parce qu'on est de plus en plus conscient que c'est une période cruciale, en fait. Voilà. Et parfois, ça se passe vraiment excellemment bien parce que la maman vit une période magnifique, puis d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est un enjeu parce que la charge mentale est importante, les changements sont importants et la fatigue, quand même, mine de rien, elle est importante. Ce nourrisson a énormément de besoins quand il arrive, en fait, sur cette terre. Oui, donc ça, on verra un éventail peut-être de pistes pour les personnes, selon les possibilités financières. Il y a, pareil, je fais une parenthèse, clairement, mais il est pour moi clair qu'on peut très bien vivre la grossesse et l'accouchement en ayant une situation modeste. Mais je trouve que voilà, c'est vrai que si on peut se faire aider, si on a les moyens financiers
d'avoir eu quelqu'un qui vient faire le ménage ou une personne qui vient aider. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Ouais. Et voilà, moi, ça m'a énormément manqué. C'est pareil, il y a maintenant des entreprises qui font des livraisons de repas à domicile dans certaines villes pour le postpartum, donc avec vraiment des repas adaptés. Après, il faut avoir les moyens, mais bon, tout ça, on creusera pour l'atelier. On creusera au moment des ateliers. Voilà, ouais. Et puis, il y a une chose, moi, que j'avais entendue ou lue, je suis incapable de te dire, peut-être c'était dans la maison des maternelles, ça devait être... on a une sage-femme qui est assez connue en France qui s'appelle, je crois, hein, elle s'appelle Anna Roy, ou Anne, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est assez médiatisée. Et puis, il me semble que c'est elle qui, dans une émission, il y avait un parent qui s'inquiétait par rapport à la tétine, je crois, et qui disait mon enfant se calme avec la tétine, mais j'ai peur ensuite pour les mâchoires, l'orthophonie, etc. Et elle disait on règle les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que là, la priorité, quand l'enfant est tout petit, c'est de dormir, c'est de le calmer, c'est de faire l'extrême urgent. Tout le reste, on verra après, c'est pas la peine. Et c'est ça qu'on peut faire aussi, c'est se projeter beaucoup trop loin. C'est-à-dire, oui, mais si je lui donne, tu vois, si je lui donne ça, alors derrière, là, tout de suite, ce qui va se passer quand il aura 2 ans ou 3 ans, c'est pas forcément le moment d'y penser. Ouais. Et puis, il peut se passer tellement de choses entre deux. C'est comme à un moment donné, le cododo, pas cododo. Moi, ce que j'ai observé, c'est que moi, j'en parlais aux autres gens et plus je faisais comme c'était possible pour moi aussi, parce qu'à un moment donné, il faut survivre à cette période. Il ne faut pas devenir cinglé, il faut dormir. Et, et puis les gens qui ne sont pas d'accord avec ma façon de faire avec mon nouveau-né, voilà quoi, c'est finalement leur problème à eux et c'est pas le mien. Et moi, je savais que j'avais la quarantaine, que j'étais hypersensible. Je savais que il fallait en fait que ça se passe au mieux et que moi je puisse dormir si je voulais pouvoir survivre en fait à cette première année. Voilà, mais c'est exactement ça, c'est cette question de prendre la responsabilité de sa condition. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde, quand on entre dans la parentalité, de tout le monde sait tout le monde sait mieux que toi, tout le monde te donne des conseils, parfois avec énormément de bienveillance ou d'envie d'aider. Et c'est vraiment important de tout passer au crible de sa vraie condition à soi, parce que, in fine, c'est nous, en fait, qui sommes à la maison avec le bébé. C'est nous qui vivons les choses avec notre sensibilité et les autres ne peuvent pas savoir mieux que nous. Et ça, vraiment, pour moi, c'est important de garder toujours sa responsabilité et d'aller voir, ça me semble intéressant, comment je l'adapte à moi. Ou alors, peut-être que ça marche pour 95% des gens, mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Et tu vois, l'exemple de cododo, il est intéressant parce que moi, je fais du cododo. En fait, au début, ça s'est imposé un peu parce que mon fils, dès qu'il est né, je n'ai pas pu le poser dans son lit. Instantanément, jamais j'ai pu le poser dans son lit. Il a pleuré tout de suite. Même si j'allais prendre ma douche ou quoi, il hurlait dans le berceau. Il était bien que dans mes bras, déjà dès sa naissance. Et donc, le cododo s'est imposé parce que j'allaite aussi. Et puis, moi, si je ne dors pas avec lui, je ne dors pas parce qu'en fait, il se réveille souvent et si je dois aller lui donner du lait dans sa chambre, c'est mort. À l'inverse, je pensais à une cliente à moi qui, elle, racontait qu'elle a 2 garçons et que pour les 2, elle avait besoin que le bébé dorme dans sa chambre, dans son berceau, pour qu'elle puisse dormir. Et elle est hautement sensible. Hein. Et donc ça aussi, c'est un truc vraiment, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas parce que moi, j'ai besoin de cododo et d'allaitement que c'est bon pour la voisine. C'est hyper important, même si on est hautement sensible. Exactement, c'est hyper important. C'est exactement ça. Puis de ne pas essayer de se projeter trop loin parce que moi, j'ai fait le cododo un peu pour les mêmes raisons. J'allaitais et puis mon bébé, au début, il ne pouvait pas rester tout seul. Déjà, encore maintenant, il demande beaucoup d'attention. C'est un enfant hautement sensible, on le sait déjà, hein, on a remarqué. Il demande plus d'attention. Et puis, je me dis, oh là là, en fait, je me disais, j'espère que... Mais je veux dire, à 18 ans, il ne dormira plus avec vous. Un jour ou l'autre, tous les enfants grandissent, tout ça finira par passer, on se calme, un problème après l'autre. Pour l'instant, c'est la meilleure solution, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis un jour, j'ai senti que c'était bon, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui était dingue, c'est que mon conjoint, le même jour, il m'a dit, Anita, c'est bon, on peut le mettre dans sa chambre. J'ai dit, ouais, c'est vrai, tu as raison, j'ai senti la même chose. On l'a mis dans son lit, et là, tout s'est très bien passé. Mais on l'aurait fait une semaine avant, c'était pas le moment. Ça aurait été trop tôt, on se serait mis une pression, mais incroyable. Le bébé, il aurait pleuré, nous, on serait resté réveillés toute la nuit pour essayer de le calmer. Ça marchait pas.
après, une semaine après, c'était le bon moment. Et puis voilà. Et puis on était tous tranquilles avec ça. Puis on a attendu d'être tranquilles avec ça. Euh, Pareil, nous, on utilise beaucoup le hamac pour bébé. Je ne sais pas si c'est un truc que vous connaissez en France, mais nous, ça nous sauve la vie. Ben voilà. Il a plus d'un an. Puis il y a des fois, quand il fait ses dents ou comme ça, on continue de le bercer là-dedans parce que voilà, c'est vrai qu'il a plus l'âge a priori, mais en fait, ça marche à un moment donné. Ben, si ça marche, je suis sûre qu'à 18 ans, il n'ira plus dans le hamac. Moi, je ne connaissais pas le hamac. J'avais vu au Mexique, quand j'étais au Mexique, j'avais vu des parents utiliser ça et ça avait l'air super efficace. Mais c'est ça, c'est intéressant. Voilà, pour certains, ça va être à une semaine, l'enfant sera prêt à être dans sa chambre et les parents aussi. Nous, Ouais. il a 15 mois, enfin 1 an et 3 mois, et on n'est pas encore prêt à arrêter le cododo. Ben voilà. Donc ça, c'est, on va dire, un grand aperçu de vraiment rester sur le très essentiel, très, très important, très urgent, une chose après l'autre, comme tu as dit. Il y a la question des stresseurs. Donc ça, pour le coup, il y aura vraiment un des exercices dédiés lors de l'atelier. Oui. Parce qu'il y a des stresseurs, on va dire, universels. Le manque de sommeil, les cris du bébé, il y a les difficultés de communication dans le couple. Ça touche mais quasiment toutes les nouvelles, tous les nouveaux parents. Et voilà, et d'ailleurs, si juste, bon, ça c'est évident, mais si vous voyez passer sur les réseaux des images de parents qui sont extatiques et pour qui tout c'est que du bonheur, etc., ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, c'est pas vrai. C'est pas, dans la plupart des cas, c'est quand même vraiment compliqué. Il y a une période Oui. d'adaptation. Puis après, il y a des moments où c'est vrai que c'est génial, et puis on vit une harmonie familiale superbe, et puis heureusement qu'il y a des moments comme ça. Et Ouais, puis il y a d'autres moments, si ça arrive en pleine nuit, à 3 heures du matin, qu'on est les deux fatigués, ben voilà, il y a des moments plus compliqués. Puis en fait, c'est vrai que c'est dans tous les couples, c'est pas parce que moi je suis vraiment nulle en communication, c'est compliqué pour ouais. tout le monde. Et je trouve ouais, ça soulage, mais on va quand même dans l'atelier ben, parler de certains outils parce que ben, à partir du moment où c'est compliqué pour tout le monde, et en particulier pour des personnes hautement sensibles qui vont justement avoir tendance à avoir beaucoup de charge mentale, puis on veut les deux faire le mieux pour l'enfant, puis à 3 heures du matin, on a l'impression absolument qu'il faut absolument faire ça, puis l'autre veut absolument faire ça, puis c'est un enjeu phénoménal parce qu'à 3 heures du matin, on perd tout discernement. Ouais. Je sais pas, enfin, en tout cas moi, quand je suis fatiguée, puis à 3 heures du matin, je suis réveillée comme ça, ben, voilà. Donc on va en parler aussi de cette communication dans le couple, de tous ces stresseurs et comment on peut effectivement mettre des priorités et nos priorités à nous. C'est pas parce que c'est les miennes ou celles de ma sœur que ça va jouer pour Macha ou quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on fera de manière pratique. Et puis, vous, quand vous écoutez la vidéo, que vous fassiez l'atelier ou pas, de toute façon, ça peut être important de prendre un peu de temps pour identifier ces stresseurs. Ce n'est pas la peine de prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment, par exemple, la surstimulation, c'est quelque chose qui va vraiment aggraver la fatigue postnatale chez une personne hautement sensible. Et ça peut être important de prendre conscience de manière générale, mais surtout à ce moment-là, que par exemple, j'ai besoin qu'il n'y ait pas trop de lumière, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit, j'ai besoin de stopper la sonnette de l'entrée. Ça, c'est pour tout le monde, mais voilà, j'ai besoin de me protéger de la surstimulation, j'ai besoin d'identifier ce qui m'agresse pour essayer au minimum de l'adapter. C'est hyper important. Et là, en effet, c'est quelque chose de très individuel. Ce n'est pas parce qu'on est hautement sensible qu'on est toutes sensibles aux mêmes choses. Et puis, ce que tu dis, c'est très juste, c'est que même quand on est un expert de la communication, même quand on bosse là-dedans, même quand on veut être super zen, même quand on a fait un tas de trucs pour se préparer, il y a toujours un moment où, de toute façon, quand on ne dort pas, quand on n'en peut plus, quand le bébé hurle et que personne ne sait quoi faire, il y a un moment où ça part en vrille et voilà, c'est normal et où on ne se parle pas comme il faut et où on pète un plomb. Et je voudrais bien entendre l'exemple d'une seule famille dans laquelle ce n'est pas arrivé. Je veux dire, c'est comme tu disais, ça n'a rien à voir avec un échec où j'ai pas été assez bien. C'est juste le système nerveux n'en peut plus. Et puis voilà, il y a plus de. On ne peut pas prendre de recul dans certaines situations, c'est normal. Oui, et puis j'ai envie de dire, moi je parle toujours de la double flèche. La première flèche, il y a l'épreuve que je suis en train de vivre. Puis la deuxième, c'est celle que je m'inflige moi-même avec toute mon autoflagellation, ma culpabilisation, mon stress interne, voilà, mon manque de bienveillance pour moi-même. Et ça, c'est la deuxième flèche sur laquelle vraiment on peut apprendre à juguler, en fait. Oui, exactement.
Ouais. Et puis, là, pareil, on va dire le dernier point. Donc, on verra aussi comment concrètement fixer ses priorités, ses vraies priorités à soi. Par exemple, je dis des bêtises, mais par exemple, tu parlais tout à l'heure souvent de l'envie qui vient de l'injonction extérieure de tout faire parfaitement. Et ça, c'est souvent. Moi, je me souviens quand j'avais accouché, je parle des réseaux parce que je les utilise, mais je suivais des mamans et puis il y en a une qui avait accouché aussi il n'y a pas longtemps. Puis 2 jours après la maternité, elle était toute menue et toute habillée, toute pimpante, toute jolie. Et puis elle disait en gros, l'avantage d'accoucher sans péridurale, c'est qu'on récupère super vite. Et j'avais ressenti presque une espèce de haine à ce moment-là du fond de ma... Moi, j'étais complètement au bout de ma vie. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, comment... Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est pas la peine de jouer ce jeu-là, en fait. C'est pas la peine de faire... c'est pas la peine de s'infliger ça. On n'est pas censé être toute pimpante quand on vient d'accoucher, en fait. Et si quelqu'un fait croire, si les gens font croire qu'ils attendent ça, c'est vraiment... c'est pas juste. C'est pas juste, en fait. Ouais. Voilà. On a le droit de se pomponner si ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas humain d'attendre ça des mamans. C'est normal d'être complètement paumée. C'est normal de... Moi, je sais pas, il y a eu une personne qui parlait de la première douche sur Instagram aussi et qui a lancé un hashtag là-dessus. Moi, ma première douche, ça devait être 4 jours après l'accouchement. C'était une catastrophe. Je veux dire, c'est pas... On ne peut pas demander de nous de se comporter comme si c'était rien passé. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, Macha. Bienveillance pour soi-même. Et c'est tellement difficile pour nous, les personnes hautement sensibles. Je pense que si avant on n'y était pas arrivé, là, c'est le dernier moment pour apprendre. Ouais, c'est clair. Mais il y a en fait un moment où je crois qu'on n'a plus le choix. Ouais, C'est un peu ça. C'est que, tu vois, malgré tout le travail que je faisais sur moi, puis un des piliers de mon accompagnement, c'est vraiment d'aider les autres à être bienveillantes, à ne pas se juger, à s'écouter. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment, vraiment beaucoup de marge de progression, en fait. ouais. C'est-à-dire que j'avais trouvé des repères avant, mais alors avec la naissance, tout a éclaté, j'ai dû tout reprendre à zéro. Et je me suis rendu compte que j'étais très, très loin d'être assez bienveillante. Ouais. Et donc, du coup, juste pour voilà, finir là-dessus, puis après, si tu veux compléter, on parlera aussi vraiment de l'équilibre global et de la santé mentale de la maman. On parlera un peu allaitement, de la dépression, comme je disais, postpartum, du burn-out parental peut-être, enfin, de tout ce qui peut, comment dire, de tout ce qui peut être compliqué après, parce qu'il n'y a pas que les cris du bébé, il peut y avoir beaucoup en termes hormonaux, mais pas que, il peut y avoir des choses très compliquées. Ouais. Moi, je me souviens que quand j'ai accouché, par exemple, toi, tu disais que tu étais dans un état extatique souvent. Après, j'ai bien compris. Hein, Enfin, moi, en tout cas, ouais, j'avais trop d'énergie à tel point que je dormais plus, en fait, parce que tellement j'étais pleine d'énergie. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je n'ai pas accouché par voie basse, peut-être ça joue, mais j'ai eu l'impression littéralement pendant les 3 jours, au moins, mais plus encore, qu'on suivit un accouchement, d'être connectée avec toute la douleur du monde. C'est-à-dire, j'étais comme si j'étais dans une espèce de spirale de noirceur. Enfin, c'était très, très, très difficile. Et c'est pareil, je ne dis pas ça pour faire peur. Il y a des tas de gens à qui ça n'arrive pas. Hein. Mais c'est pareil, c'est normal si ça arrive. C'est tout aussi normal que d'être dans ton état, en fait. On ne peut pas savoir. Il Oui. n'y a pas de... On ne peut pas savoir, non. Et il faut quand même pouvoir se dire, OK, quoi qu'il arrive, si jamais ça doit arriver, j'ai cette option-là, en fait. Voilà. Et ça, Exactement. je trouve que ça limite beaucoup, oui, l'anxiété quand même. Et ce que tu dis, Macha, c'est crucial. Moi, par exemple, j'avais quand même, comme je te disais, la quarantaine, donc je m'étais bercée d'illusions quelque part un petit peu sur moi-même parce que je m'étais dit, moi, j'ai trouvé vraiment un équilibre. Et une fois que l'enfant arrive, tout cet équilibre a été quelque part chamboulé. Alors, attention, hein, c'est une merveilleuse expérience. Mais disons, ça m'a pris du temps de retrouver mon équilibre, de retrouver mes moments à moi, de retrouver mes routines, mes moments de méditation pour pouvoir justement, comment dire, je suis encore en chemin, pour être très honnête, parce qu'il a 1 an, mon fils, et puis voilà. Je pense que quand on devient maman, il y a probablement à chaque âge aussi un peu des challenges. Mais voilà, de se dire, OK, quelque part, c'est une expérience qui va me faire évoluer. Je vais pas surpsychoter là-dessus.
mais quelque part, ben, j'ai peut-être besoin de soutien et d'outils pour pouvoir prendre le meilleur soin possible de ma santé mentale. Voilà. Et ça, et vraiment, oui, ça me semble absolument essentiel. Ouais. Tu vois, quand je regarde un peu ce qu'on a préparé, j'ai le sentiment qu'on a plus ou moins fait le tour des grands sujets. Oui, oui. Évidemment, on a un peu survolé, mais Ouais. il y a tellement de choses à dire. On va aller plus profondément dans les ateliers que je me réjouis déjà. Peut-être qu'on peut maintenant annoncer les dates. Oui, donc on a prévu donc d'en faire 3, comme tu disais. Alors 3, et puis peut-être plus, on verra si... En fait, quand on a fait la vidéo, j'ai noté plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Donc on verra, puis s'il y a des questions, peut-être Oui. qu'on en planifiera plus. Mais Oui, puis c'est peut-être voué à évoluer en fonction de ce qui vient, en fonction des questions des participantes. Il y a tout cet aspect justement énergétique et spirituel peut-être, ouais. un jour qui viendra. Et puis nos enfants vont grandir, donc voilà. Tout ça, bien sûr, est voué à évoluer. Puis aussi, si pour les personnes qui écoutent plus tard, en fait, on va faire en sorte que les formations qu'on donne là soient disponibles ensuite plus tard, en fait. Donc, on va vraiment faire en sorte que ce matériel puisse être, comment dire, utile pour les mamans à l'avenir aussi, pas uniquement pendant ces trois soirées de formation. Oui, tout à fait. Donc les dates, là je parle pour du coup en 2021, hein. On est en 2021, donc 11 novembre, 25 novembre et 9 décembre, je dis ça pour les replays. 11 Oui. novembre, 25 novembre et 9 décembre, de 20h30 à 22h. Ce sont des jeudis en fait à chaque fois, donc on mettra l'inscription en description, on le notera et puis peut-être sur la vidéo au montage. Pour les infos pratiques, on mettra un lien avec toutes les explications, les thèmes, la tarification, etc. Et puis, je me disais que peut-être ça pourrait être intéressant de vous proposer un questionnaire court si vous désirez rejoindre la formation, les ateliers, pour que vous puissiez nous faire part de ce qui vous préoccupe et qu'on puisse aussi adapter. Mais j'y ai pensé en cours de route là. Oui, tout à fait. Ça, on va le mettre. Ce sera optionnel, hein, mais si toutefois il y a vraiment des points qu'on n'a pas mentionnés Voilà. et que vous auriez besoin d'évoquer, alors voilà, faites-nous en part. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui, Macha, on a tout dit et de toute façon, on restera disponible pour toute question, pour savoir avant l'inscription ou par la suite pour les personnes qui souhaitent avoir accès à ces modules de formation en replay. Ouais, super. Eh bien, écoute, je pense que tout est dit. C'était très intéressant et j'ai vraiment hâte de passer ces 3 ateliers avec toi et puis les participantes en tout cas. Oui, moi aussi, merci beaucoup Macha pour avoir accepté le défi. Écoute, avec plaisir. Moi, j'aurais adoré en fait avoir des ateliers comme ça. Ouais. Et puis voilà, donc je trouve que c'est un beau projet. Ouais. Eh bien, à bientôt, Anita. Et puis, avec grand plaisir et puis tout le meilleur. On espère que cette vidéo aura déjà pu être utile. On vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ouais, prenez bien soin de vous.